Quant au calcium, utilisé à visée préventive, le calcium agit au niveau de la paroi vasculaire et entraîne une relaxation de la paroi vasculaire chez les patientes, essentiellement ayant un très faible apport calcique. Nous y reviendrons. Plusieurs études ont été publiées sur l'utilité du calcium dans la prévention de la prééclampsie. Des études réalisées dans les pays développés ainsi que dans des pays sous-développés. Dans les pays développés, l'une des plus belles études publiées est celle de Levin en 1997. Près de 5000 patientes ont été incluses dans cette étude. Et cette étude montre que dans les pays développés, chez les patientes prenant du calcium, le risque de prééclampsie est similaire au groupe placebo. Il en est de même de la sévérité de la prééclampsie. La prééclampsie modérée est identique dans les deux groupes, ainsi que la prééclampsie sévère. L'équipe de Levin n'a pas retrouvé d'utilité à l'utilisation du calcium, même dans la prévention des pathologies hypertensives sans prééclampsie. Ainsi, chez les patientes ayant un antécédent de prééclampsie dans les pays développés ou chez les patientes sans aucun antécédent, le calcium n'est pas prouvé pour être utile dans la prévention de la prééclampsie. Une méta-analyse regroupant toutes les études a été récemment publiée en 2014 par Hofmeier. Cette méta-analyse est édifiante car elle permet de différencier deux groupes de patientes qui pourraient éventuellement tirer bénéfice du traitement par calcium dans la prévention de la prééclampsie. Chez les patientes avec un apport de calcium suffisant, des pays industrialisés par exemple, le régime avec un apport de calcium suffisant de plus de 1 g par jour n'a pas prouvé son efficacité dans la réduction du risque de prééclampsie. En revanche, chez les patientes avec un régime pauvre en calcium, et très souvent dans les pays sous-développés, le calcium réduit significativement le risque de prééclampsie avec une baisse de près de 60% du risque de récidive de prééclampsie ou du risque de prééclampsie de novo sans aucun antécédent. Ainsi, le calcium, dans les pays sous-développés ou chez les femmes ayant un faible apport de calcium dans leur alimentation, serait efficace dans la réduction du risque de prééclampsie. Des équipes se sont intéressées sur l'intérêt des héparines de bas poids moléculaire dans la prévention de la prééclampsie. Ceci en raison de l'interaction des héparines de bas poids moléculaire avec le risque de thrombose survenant essentiellement chez les patients ayant une thrombophilie congénitale ou acquise. Nous nous intéresserons particulièrement aux thrombophilies congénitales ou chez les patientes tout venant. Dans une étude publiée récemment, en 2014, cette étude étant un essai, et dans cette étude, une méta-analyse a été réalisée aussi. Cette étude a été effectuée chez des patientes ayant toute une thrombophilie congénitale et un antécédent de thrombose ou de prééclampsie ou de PAG ou de fausse couche. Chez ces patientes, une héparine de bas poids moléculaire était utilisée essentiellement avant 20 semaines d'aménorrhée, mais parfois au-delà, dans la prévention de la prééclampsie. Cette étude prospective randomisée a comparé deux groupes, donc un groupe de patientes ayant des héparines et un groupe sans héparines. Et comme vous pouvez le constater, le taux de complications observé dans le groupe héparine de 17% est statistiquement similaire à celui sans héparine, près de 19%. Je dis bien de complications, car plusieurs complications étaient analysées et groupées en un critère de jugement principal. Cela pouvait être la prééclampsie, cela pouvait être une thrombose veineuse, une fausse couche, une prééclampsie sévère. Lorsque l'analyse était faite en fonction de l'âge gestationnel d'introduction du traitement, comme vous pouvez le constater, les auteurs n'ont pas trouvé de différence significative entre les deux groupes. Dans cette même étude, les analyses secondaires ont été réalisées en fonction de chaque élément constituant le critère de jugement principal. Et comme vous pouvez le constater, aucune différence significative n'est retrouvée
entre les deux groupes tant pour la prééclampsie que pour la prééclampsie sévère, que pour les PAG, toute forme de PAG, que pour les fausses couches, précoces ou tardives, faisant dire à l'équipe que finalement l'utilisation des héparines de BAPA moléculaire, au moins dans cette étude, n'était pas associée à une baisse significative des complications vasculaires. La méta-analyse réalisée dans cette étude a intéressé toutes les études prospectives randomisées publiées avant l'étude de Roger. Comme vous pouvez le constater, les anciennes études trouvaient toutes une efficacité des héparines de BAPA moléculaire et plus particulièrement deux études françaises publiées par Gris et ses collaborateurs, mais aussi l'étude de Mello et l'étude de Ray. En revanche, 3 études ont été publiées à partir de 2012, celles de Martinelli, de Vries et Roger, et ces 3 études ne trouvent aucune différence significative. Il est à noter, quand on analyse plus précisément ces études, que dans les études où il y a une différence significative, 3 de ces 4 études étaient unicentriques, celle de Gris et celle de Mello. En revanche, les études plus récentes étaient toutes des études multicentriques. Peut-être que la différence réside dans la qualité de ces études. Toujours est-il que la méta-analyse, lorsque nous analysons toutes ces études ensemble, trouve une différence significative avec une baisse de près de 40% du risque de complications vasculaires chez les patients ayant une thérapeutique préventive par héparine de BAPA moléculaire. 2 études sont en cours de publication, une méta-analyse qui sera réalisée à nouveau par l'équipe de Roger, patiente par patiente, en regroupant toutes les études, afin d'éviter les biais dans l'analyse des complications entre les études. Et nous avons eu la chance de pouvoir réaliser une étude prospective randomisée multicentrique, comparant l'efficacité d'une héparine de BAPA moléculaire à visée préventive prophylactique, l'énoxaparine, 4000 unités par jour en sous-cutané, versus pas d'énoxaparine. Toutes ces patientes avaient une particularité par rapport aux études précédentes, c'est qu'elles n'avaient qu'un seul antécédent, une prééclampsie sévère et précoce avant 34 semaines. Chez ces patientes, le risque de récidive de complications avoisine les 50%, toutes complications confondues, c'est-à-dire prééclampsie, hypotrophie fœtale, mort périnatale, hématome rétroplacentaire. Chez ces patientes à très haut risque, nous avons voulu savoir si l'association héparine et aspirine versus aspirine seule pouvait réduire le risque de complications. Nous avons pu inclure 257 patientes dans cette étude. De ces 257 patientes, 13 ont été exclues pour perte de vue ou non-conformité. Finalement, nous avons pu analyser 244 patientes. Sur ces 244 patientes, 122 patientes étaient dans le groupe héparine et aspirine et 122 autres patientes dans le groupe aspirine seule. Toutes ces patientes avaient eu un traitement débuté avant 14 semaines d'aménorrhée. Cela est très important pour juger de l'efficacité de la thérapeutique. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les deux groupes, avec une faible baisse du risque relatif dans le groupe héparine-aspirine comparé au groupe aspirine seul, et cette diminution faible du risque relatif n'est pas significative. Nous avons pu aussi analyser chaque complication prise séparément, la prééclampsie, le retard de croissance intra-utérin, l'hématome rétroplacentaire, la mort périnatale. Quel que soit le critère analysé, même si cette analyse est une analyse secondaire et que l'étude n'était pas faite pour, mais ces analyses secondaires ne montrent pas une efficacité des héparines de BAPA moléculaire supérieure au traitement par aspirine seule. Finalement, nous concluons pour notre étude que chez les patientes à très haut risque de complications vasculaires, du fait de leur antécédent de prééclampsie sévère et précoce avant 34 semaines d'aménorrhée, l'association héparine-aspirine n'est pas supérieure au traitement par aspirine seule.
À ce jour, étant donné la disparité des résultats entre les différentes études, il n'est pas conseillé d'introduire les héparines de bas poids moléculaire chez les patients ayant un antécédent de thrombophilie congénitale ou un antécédent de prééclampsie. Je ferai une remarque dans cette conclusion. Je n'ai pas du tout traité les patientes ayant un syndrome des antiphospholipides qui sortent complètement de ce cadre. Et chez ces patientes-là, nous ne sommes plus dans un cadre de prévention simple en raison de la gravité de cette pathologie, en raison du risque majeur de complications fétales et obstétricales. Et il est admis actuellement que chez les patientes ayant un syndrome des antiphospholipides, l'association héparine et aspirine doit être introduite très tôt dans la grossesse. Pour conclure, l'aspirine a une efficacité modérée dans la prévention de la prééclampsie, mais étant donné l'innocuité de cette thérapeutique, l'aspirine doit être introduite au premier trimestre chez les patientes ayant un antécédent vasculaire gravidique et plus particulièrement une prééclampsie. L'efficacité du calcium a été prouvée chez les patientes ayant un régime pauvre en calcium et plus particulièrement dans les pays sous-développés. Et enfin, les héparines de bas poids moléculaire à visée préventive ne doivent pas être introduites en raison de l'efficacité non prouvée dans les différentes études ou plus particulièrement dans la disparité des résultats de ces études.